11 octobre 1941, Arkhangelsk, République socialiste soviétique de Russie. Les 11 premiers navires d'une longue série de convois arrivent à quai. Ces navires renferment un trésor pour l'Union soviétique, l'aide promise par les Occidentaux. Aide qui n'a pas été offerte, vu que l'URSS a dû échanger de l'or et des matières premières pour la voir aboutir. Si le premier convoi consiste en 20 chars et 183 Hurricane, le second, lui, contient 49 chars Matilda et les 84 premiers Valentine livrés à l'URSS. Au total, ce seront 3275 Valentine qui seront envoyés pendant la durée du conflit par la Grande-Bretagne et le Canada, ce qui va représenter presque 63% du nombre total de chars envoyés à l'URSS par les Alliés. Les brigades blindées soviétiques tiennent le Valentine en haute estime. Ce char moyen de 16 tonnes est décrit comme un char fiable, consommant peu de carburant, fonctionnement en tout temps, silencieux et bien protégé. Les soviétiques pointent néanmoins du doigt sa faible vitesse, sa faible autonomie, sa faible puissance moteur et le manque d'obus explosifs livrés avec les chars. L'histoire du Valentine est étroitement liée à Leslie Little, ingénieur en chef chez Vickers Armstrong, qui travaille dès 1937 sur un char d'infanterie plus lourd que le A-11 Matilda et plus raisonnable que le A-12 Matilda Mark II. Leslie est fortement opposé au Matilda Mark II, dont le blindage lourd et la tourelle à 3 hommes portent sa masse à 26 tonnes, une masse que les moteurs britanniques de l'époque ne peuvent déplacer facilement. Le 10 février 1938, le War Office demande à Vickers de produire le Matilda Mark II, qui prend beaucoup de retard, et vu la situation sur le continent européen, il devient urgent de produire plus. Leslie propose alors la construction d'un char qui se base sur les cruisers A9 et A10, ainsi que sur le char d'infanterie A11, et promet un développement et une construction rapide. Ce char reprend à peu près le blindage du A11, 60 mm sur sa face avant et arrière, et 50 mm sur les côtés. Les suspensions et la transmission sont empruntées au A9 et A10. Sa masse est portée à 16 tonnes, et ses dimensions restent proches du A10, tout en étant plus bas, environ 2,20 m. L'armement initial est un canon Besa de 15 mm dans une tourelle à 2 hommes. Le War Office tente de faire modifier le char à plusieurs reprises. Dans un premier temps, il demande un blindage avant de 75 mm et une tourelle à 3 hommes, mais Leslie refuse. Puis ils reviennent et demandent une coupelle de commandement, ce que Leslie refuse encore. Sur sa maquette présentée en mars 1938, le char n'arbore qu'un seul périscope pour le chef de char, et toutes ces disputes mènent le War Office à refuser le char. Mais au printemps 1939, le War Office cède. Le Matilda Mark I est obsolète et inadéquat, et le Matilda Mark II est devenu un casse-tête, et seulement 2 chars seront produits en septembre 1939. Vickers Armstrong garantit que la production du char de Leslie peut commencer dès le mois d'avril 1940, avec 4 véhicules par mois. Dans les bureaux du War Office, certains se posent la question. Pourquoi Vickers Armstrong, une entreprise plus grande et capable que la fonderie Vulcan en charge de la production du Matilda Mark II, ne produit tout simplement pas ce char? Et la réponse apportée par Vickers est assez simple. Nous pouvons produire 2 fois plus vite pour 66% du prix d'un Matilda Mark II avec notre modèle. Finalement, le 4 avril 1939, le char conçu par Leslie chez Vickers est accepté à la production et 3 changements majeurs seront apportés à la version de base. Le blindage de flanc est porté à 60 mm, le canon Besa de 15 mm est changé pour un canon de 40 mm et il faudra monter dans le véhicule un moteur essence et non pas un moteur diesel. En mai 1940, les premiers chars sortent des usines d'assemblage de Vickers et sont livrés le mois suivant. Metro Camel et Birmingham Railway Carriage and Wagon Company produisent eux aussi ces chars et livrent les leurs en août 1940. Lors des essais, il est nommé Tank Infantry Mark III. Les premiers chars sont assez proches de la version de Leslie, un petit véhicule haut de 2,20 m. De gauche à droite, on peut trouver comme armement un mortier de 50 mm, une mitrailleuse de 7,92 mm et un canon de 40 mm très commun à l'époque sur les chars anglais. Sa tourelle est exiguë et peut accueillir en son sein 2 hommes, un chef de char opérateur radio et un tireur-chargeur. Son blindage est riveté et épais de 65 mm sur la face avant et de 60 mm sur le reste. Dans la caisse, le pilote occupe le compartiment avant. Au milieu sont disposés en carrousel les munitions du char. Le bloc moteur puissant de 135 chevaux et la transmission sont à l'arrière. Cette architecture avec la motorisation à l'arrière est avantageuse et très moderne pour l'époque. Elle permet de réduire le poids de la transmission en évitant que son arbre traverse l'intégralité de la caisse. Peu de pays ont adopté un tel agencement.
Pour protéger la caisse, un blindage de 60 mm est présent sur toutes les faces, sauf pour la partie qui protège le moteur, qui sera bien plus mince, et constitue un point faible. Hélas, le major général Vivian Pope ne veut pas l'utiliser comme un char d'infanterie, estimant que son blindage est trop mince et qu'il n'a pas de jupe de protection pour les chenilles. Il est donc utilisé comme un cruiser de rechange dans les divisions blindées en Angleterre. Il ne verra pas le feu avant décembre 1941. Avant son baptême du feu, le char évolue et prend le nom définitif de Valentine, issu des codes internes de Vickers. Je vais vous présenter les premières versions, souvent produites côte à côte. Le Valentine Mark I, produit à 308 exemplaires, est le seul à avoir un moteur essence de la liste et n'a jamais été envoyé en URSS. Le Valentine Mark II, version la plus produite avec près de 1500 exemplaires, troque le moteur essence contre un diesel de 131 chevaux. Et avec la guerre qui se déroule en Afrique du Nord, le char adopte aussi des jupes pour réduire la projection de sable, un réservoir de carburant supplémentaire pour augmenter son rayon d'action, ainsi que des bidons pour stocker de l'eau. Le Valentine Mark III, construit à 536 exemplaires, se base lui sur le Valentine Mark II, avec le blindage de caisse sur les flancs diminué à 50 mm, mais avec une nouvelle tourelle à 3 hommes. On peut le distinguer avec son nouveau masque de canon. Les valeurs de blindage de la tourelle restent les mêmes. Le Valentine Mark IV, construit à 524 exemplaires, dont 520 envoyés en URSS, se distingue du Valentine Mark II par son moteur américain développant 130 chevaux. Cette version a aussi vu son blindage de flanc être réduit à 50 mm. Le Valentine Mark V, produit à 1208 exemplaires, doté d'une caisse de Mark IV et d'une tourelle de Mark III. Il est l'une des versions les plus réussies, car elle allie la fiabilité du bloc américain et la tourelle à 3 hommes plus pratique. 3 de ces modèles participent à l'opération Crusader, à partir de novembre 1941 en Afrique du Nord. Les Anglais sont assez satisfaits des Valentine Mark I, II et V, qui sont plus rapides, plus maniables et plus petits que le Matilda Mark II, malgré la faiblesse du canon de 40 mm qui devient de plus en plus inefficace et l'étroitesse de la tourelle même pour 2 hommes. On peut comprendre leur enthousiasme vis-à-vis des versions arborant une tourelle à 3 hommes. Il faut aussi dire que le terrain d'opération ne convient pas aux chars lents. À ce stade de la guerre, les Allemands et les Italiens possèdent beaucoup de pièces anti-chars, notamment la flak de 88 mm. Et il ne faut pas oublier qu'on peut désactiver un char en le saturant d'obus qui conduisent à la destruction d'équipements externes tels que les optiques, le canon ou les chenilles. Le char est donc aussi envoyé aux soviétiques à partir de l'automne 1941. Les premiers vont à l'école de chars de Kazan. Au départ, l'URSS est un peu confuse. Les premiers exemplaires envoyés ont peu de munitions, aucun obus explosif, ni même d'obus perforants explosifs. Ils sont parfois livrés sans canon ou sans mitrailleuse. Pas d'antigel, pas de lubrifiant. En somme, les chars anglais n'ont quasiment pas de consommables. Ces soucis poussent les soviétiques à réarmer un Valentine Mark II, avec un canon soviétique de 45 mm ainsi qu'une mitrailleuse d'été. Le masque du canon est changé. Celui de l'URSS est bien meilleur et plus étanche. Bien que ce Valentine réarmé se montre satisfaisant, aucun ordre de conversion en masse n'est donné. La capacité anti-char du 45 mm est en effet similaire au 40 mm, mais surtout, l'URSS manque de main-d'œuvre et n'a pas de temps à consacrer à la conversion du Valentine alors que les Allemands sont aux portes de Moscou. L'unique modification apportée est aux chenilles, pour les rendre plus aptes à franchir la neige. De plus, ces problèmes seront résolus dès le début de 1942, car les Anglais vont envoyer beaucoup plus de fournitures et de consommables pour leurs chars. Pendant l'année 1941, un nouvel acteur se greffe à l'épopée du Valentine, le Canada, qui est un dominion de la couronne et il se voit donc sollicité. C'est la Canadian Pacific Railway Company qui se charge de la construction des Valentine. Les 30 premiers constituent une genre de pré-série, basée uniquement sur le Mark IV. Ils sont dotés d'une mitrailleuse anglaise ou américaine. Et le blindage est boulonné et non plus rifté. Les premiers sortiront des usines en mai 1941, et la plupart d'entre eux iront dans les écoles de conduite de chars canadiennes. Bien vite, le modèle Mark VII prend le pas, et devient le char le plus produit par le Canada. Sa tourelle est légèrement modifiée, pour accueillir un poste radio plus gros et plus puissant. Une mitrailleuse Browning M1919 américaine est systématiquement installée, ainsi que des réservoirs pour différents consommables. La quasi-totalité de ces chars seront acheminés vers l'URSS. Cette version est le Valentine Mark VIII, qui ne sera jamais produit à cause de son bloc AEC, d'origine britannique. Néanmoins, la tourelle est retenue et montée sur les caisses de Valentine Mark V pour donner naissance au Mark IX. Celui-ci voit son blindage de flanc être porté à 43 mm
et l'installation d'un bloc moteur JMC de 165 chevaux pour pallier au poids du canon de 57 mm. A partir de septembre 1943, la version Mark X entame ses premières livraisons. Il s'agit d'un Mark IX corrigé, avec une mitrailleuse dans la tourelle. Et la dernière version, le Valentine Mark XI, est quasiment livré en même temps. Il s'agit d'un Mark X armé d'un canon de 75 mm. Mais à ce stade, le Valentine est déjà obsolète, malgré l'augmentation de la puissance de feu. L'Angleterre reçoit des M4 médium américains en masse. Il est donc relégué à des rôles secondaires, sur des fronts moins exigeants, comme la Birmanie. Dans le cadre de la phase finale de la campagne d'Arakan, où les Valentine attaquent la ligne défensive japonaise dans le secteur du Donbaik, ces assauts se soldent par un désastre, avec 4 Valentine détruits sur 8, et tous les assauts indiens seront repoussés. Cet échec retentissant pousseront les Anglais à ne plus utiliser de chars dans le secteur pendant plus de 10 mois, et la plupart de l'état-major sera limogé et remplacé. En somme, le Valentine était un char bourré de compromis. Son créateur, Leslie Little, voulait un char plus puissant que le Matilda Mark I et moins compliqué que le Mark II. Limité par la puissance des moteurs britanniques de l'époque, il arrive à en faire un char de 16 tonnes qui sacrifie pas mal de points importants sur l'ergonomie et l'habitabilité pour atteindre les 60 mm de blindage. Leslie était même prêt à sacrifier la puissance de feu en armant initialement le char avec un 15 mm Besa, et heureusement qu'il a cédé sur ce point. Même si on peut saluer la performance d'avoir fait un char de 16 tonnes compact, bien protégé et bien armé pour 1940, on peut aussi pointer du doigt son manque de vision sur l'arme blindée, car en optimisant à la tonne près son char, il l'a empêché d'évoluer. Même si le nombre de versions pourrait nous faire penser le contraire, il faut garder à l'esprit que les Valentine du 1 au 7 sont globalement les mêmes chars, souvent produits côte à côte. Certes, le 3 et le 5 possèdent une tourelle à 3 hommes, mais c'est trop tard, le char est déjà jugé obsolète dès la mi-41 par l'armée. De plus, le théâtre nord-africain est loin d'être clément, et les engagements de blindés s'effectuent souvent à plus de 700 mètres. Même si le Valentine est petit, il est lent, et son canon faible le contraint à s'approcher des chars allemands. Le théâtre birman n'est guère mieux, car cette fois-ci, le combat est à beaucoup trop courte portée, et même si sur le papier il gagne haut la main son combat contre les chars japonais, dans la réalité il n'en croise pas. En revanche, l'infanterie peut se débarrasser de lui assez facilement. Les soviétiques apprécient ce petit char, qui arrive à un moment crucial, lorsque la Wehrmacht est aux portes de Moscou. Le Valentine se fait une renommée en URSS, mais il est vite renvoyé aux tâches secondaires, surtout une fois la bataille pour le Caucase remportée. Le Valentine sera le char anglais et canadien le plus produit. Il combattra l'Axe partout, et il incarne la volonté d'un empire et de son allié à se battre jusqu'au bout. Pour vaincre, que faut-il à nos soldats?